Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Nous sommes dans les bureaux du crime, un endroit que notre invité connaît plutôt bien. D'ailleurs, notre invité est Ludovic Dubois, et avec moi Guy Barrette. Salut Mario. Donc, Ludovic, je t'ai jamais remercié, mais tu nous as aidé à pouvoir avoir un local pour enregistrer au crime, donc je profite de l'occasion. Merci beaucoup. Je suis bien content. Et je dois dire qu'on est très gâtés. Hein? Ben ouais, on a des belles salles et tout. Donc, un endroit que tu connais bien parce que ça fait combien d'années que tu enseignes au crime? J'ai commencé en 93. Donc, ça fait 13 ans. Entame ta 14e année. Oui. Ce qui veut pas dire que tu travailles pour le crime. Tu as ta propre boîte. Exactement. Pretty Object pour ne pas la nommer. Voilà. Puis, ben écoute, tu connais la formule, c'est pas la première fois que tu viens faire l'émission, donc on va brosser un peu plus en détail ta biographie un peu plus tard dans l'émission, mais pour commencer, Guy, Oui. On a toujours le tirage de l'entrée au DevTeach. Oui, on a une entrée à faire tirer pour la conférence DevTeach, la conférence .NET qui a lieu à Montréal au mois de mai. Donc, c'est un tirage pour une entrée. Ça comprend pas le transport. Donc, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, l'avion, l'hôtel, la trottinette, le bateau, c'est pas compris. Mais bon, c'est quand même un prix d'une valeur de 1000 $ pour l'entrée. Donc, vous pouvez convaincre votre boss facilement là, que vous pouvez venir à DevTeach. Au risque de me répéter, les probabilités de gagner sont beaucoup plus grandes qu'à la loto. Ouais, très, très, très bonne. On va vous donner un mot-clé qu'on va quelque part dans l'émission. Hein, donc, il faut absolument écouter l'émission. Et avec ce mot-clé-là, vous pouvez, sur la page principale du site, l'entrée. Donc, il y a un petit formulaire, pardon. Et on vous inscrit dans le tirage. Puis quand est-ce qu'on va faire le tirage, Mario? Le 4 avril, pour notre 50e émission. Donc, on va faire le tirage pour en même temps donner le temps à la personne qui gagne de se revirer de bord puis mettre en place toute la logistique pour venir au DevTeach. Guy, justement, je regardais un peu les statistiques, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup d'auditeurs qui s'inscrivent systématiquement à chaque émission. Donc, il y a des gens qui veulent vraiment gagner l'inscription, c'est bien. C'est ça, c'est pas un problème. On leur souhaite bonne chance. Ben oui. Changement aussi de ton côté, Guy, t'as fini ton mandat, donc là, c'est probablement que tu vas repartir sur des nouvelles avenues prochainement. Ben oui, donc j'ai terminé un mandat là chez UAP dernièrement. La semaine prochaine, on est au MVP Summit, puis après ça, on va être à la recherche d'un nouveau défi, d'un nouveau mandat, ou de plusieurs petits mandats, si vous voulez, il y a pas de problème. Guy, tu parles du MVP Summit, juste pour nos auditeurs qui sauraient pas de quoi on parle. Comment on pourrait résumer ça assez brièvement? Ben en fait, on est sur NDA, non-disclosure, donc on peut pas en parler. Ben non. Bon, MVP veut dire c'est un prix que des gens qui s'impliquent dans la communauté peuvent gagner, qui s'appelle c'est Most Valuable Professional. Puis toi, tu l'as gagné dans le domaine ASP.NET, puis aussi pour multiples choses que tu fais dans la communauté. Moi, j'ai gagné en architecture logicielle. Ouais, il faut dire que le prix, c'est une espèce de récompense pour le travail que tu as effectué dans la communauté pour l'année précédente. Et c'est dans une spécialité. C'est toujours dans une spécialité ou dans une technologie ou un produit. Là. Donc, il y a des MVP Xbox. Ouais, il y a des MVP Xbox. Puis les autres, les chanceux, absolument, quand ils vont au MVP Summit, parce qu'un MVP Summit, c'est une façon aussi pour Microsoft de récompenser, puis en même temps de permettre à toute cette communauté-là d'MVP de se rencontrer. Mais eux, ils ont toujours des prix un peu, en tout cas, qui font baver les autres MVP. Mais trêve de plaisanterie, on va voir cette année ce qu'on va recevoir. Moi, je sais que la dernière fois, j'avais reçu un magnifique cadeau. Donc, je suis encore curieux de... J'en reparlerai. La prochaine émission, on vous dira si c'était satisfaisant ou non. On pourra pas en parler, on va être sur NDA. Les cadeaux sont pas en parler. C'est sûr que toutes les nouvelles technologies qu'ils vont nous montrer, ça... on doit dire que toutes les MVP sont sur Non-Disclosure Agreement. Donc, on va certainement nous montrer plein de choses intéressantes qui s'en viennent
Tout à fait. Mais pas besoin d'être un MVP pour entendre et parler de choses intéressantes. Ou en tout cas, parce que si vous écoutez notre talk show, ben avec les invités qu'on a de la trempe de Ludovic, on a des sujets intéressants. Puis, Ludovic, on va parler aujourd'hui de Métaprogrammation. un domaine, je pense, qui te tient à cœur. Oui, en fait, ça fait à peu près 20 ans que j'en fais. Et puis, au départ, c'était surtout à l'université, parce que les langages ne le permettaient pas. Et puis après, dès que les langages ont pu le permettre, même très très petitement, je me suis mis avec ces langages-là professionnellement parlant, quoi. Parce que on va tout à l'heure expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on entend par métaprogrammation, mais ultimement, on parle là de pousser à la limite ce qu'on peut faire avec un langage de programmation. Puis je pense que c'est ça qui t'intéresse, c'est d'aller à la limite des choses ou C'est ça, c'est toujours maîtriser mon sujet. Et puis donc, c'est une grosse partie, pas techniquement parlant, mais au point de vue des capacités. Et donc, faut aller jusqu'au bout, quoi. Moi, j'étais très heureux quand parce que j'ai lancé, comme l'été passé, j'ai envoyé un email à tous nos anciens, les personnes qui ont participé en disant qui ça m'intéresse de faire une deuxième émission. Puis là, tu m'es revenu en disant moi, ça m'intéresse. Puis j'étais très heureux parce que premièrement, t'as un bon talent de vulgarisateur, ce que certaines personnes ont, mais certaines personnes peut-être moins bien que toi. Puis l'émission que tu avais faite avec nous l'an passé sur les mock-objets a été fort appréciée. On a reçu beaucoup de courriers, des gens qui disaient waouh, on a aimé ça, c'était bien. Donc puis là, le sujet métaprogrammation, en plus, c'est pas quelque chose d'aisé, mais avec toi, je pense que ça va faire en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça soit aussi intéressant que les mock-objets. Et écoute, Mario, si je comprends à la fin de l'émission, là, tous nos auditeurs vont comprendre. Donc, t'es notre baromètre, Guy. Ouais, exact. Mais en tout cas, je sais que la dernière fois, quand j'ai annoncé que Ludovic venait à l'émission, métaprogrammation, ça dit, c'est quoi ce métaprogrammation? Je dis, Guy, t'en fais, puis peut-être que t'en es même pas conscient. Ah, mon Dieu. Ah, je suis dans la noirceur et à la fin de l'émission, je vais tout comprendre. C'est ce qui est bien, hein, parce que souvent, les gens, ils disent, je fais déjà ça, là, il y a rien de nouveau là, puis dans ça, là, tu dis, c'est parfait. Ça veut dire que, vois-tu, il y a rien de compliqué dans la vie. Il faut juste prendre les choses simplement une à la fois. Puis... Ludovic, tout à l'heure, je parlais du fait que ça fait, t'es dans la 14e année que vous donnez de la formation au crime, t'as ta propre boîte qui s'appelle Pretty Object. Oui. Pretty Object, ça fait des outils aussi, parce que c'est quoi la mission de Pretty Object si on la résumerait? En résumé, c'est aider les développeurs à bien développer en orienté objet. Donc, d'où le terme Pretty Object. Voilà. Puis, ce que ça t'a amené, ça, à développer des outils, puis entre autres, des produits comme un container ABC. Présente les donc tes produits. T'as ton 10 secondes de plug. Mon 10 secondes, alors, ça va être limité. Je vais m'intéresser surtout au plus populaire, qui est PocMock, là, dont on avait parlé un petit peu directement la dernière fois, qui est un utilitaire pour faire des mock objects. Donc, pour simuler des appels à des bibliothèques existantes, mais ce sont des fausses bibliothèques dont on a le contrôle au moment de faire le test. Et donc, PocMock, ça permet de moquer à peu près n'importe quoi en .NET, y compris Microsoft.NET lui-même. Donc ASP.NET ou ADO, n'importe quoi, pour simuler, pour faire des tests plus simples. Puis s'il y a des auditeurs qui se demandent de quoi on parle, retournez en avril l'an passé, allez chercher l'émission de Ludovic et après une demi-heure d'écoute, vous allez avoir compris le pourquoi c'est important les mock-objets. Exact. Outre ça, Ludovic, donne la formation. Tu participes aussi à beaucoup d'activités dans la communauté, que ce soit des présentations. Oui, là, je me suis calmé un peu moins parce que je suis à fond sur un autre projet. On verra peut-être plus tard, peut-être pour une troisième émission. Mais oui, j'essaie de vulgariser au maximum et puis de faire comprendre. En ce moment, mon sujet favori, c'est les tests unitaires, donc et les tests d'intégration, en fait, toute la série de tests. Donc dès que je peux pousser les gens à essayer d'en faire, que ce soit avec nos produits ou pas, ça change rien. Du moment qu'ils peuvent s'y mettre à en faire, ça va garantir une meilleure qualité du logiciel en général. C'est certain qu'on va te réinviter une troisième fois pour parler de ton projet spécial sur lequel tu travailles, parce que je pense qu'on va aussi ouvrir des points de vue aux auditeurs sur ce que c'est justement pousser à la limite les langages avec des techniques comme la métaprogrammation. Écoute, on fait le pont. Donc, Ludovic, le sujet de l'émission, c'est la métaprogrammation. Donc, la question de base, qu'est-ce que tu entends par métaprogrammation?
En fait, métaprogrammation, le mot c'est composé de deux mots, la méta et puis programmation. Donc ça concerne la programmation, mais ça l'amène à un niveau méta. Alors la question c'est quoi le niveau méta? Ça existe déjà dans d'autres domaines en fait, par exemple pour les bases de données. Une base de données, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins la représentation d'informations qui nous intéressent. Puis après, les chercher, etc. Eh bien, des métadonnées, ça existe dans les bases de données. Les métadonnées, ça représente des données. Ce sont des données qui se présentent comme des données normales, mais au lieu de représenter ce qui vous intéresse, ça représente, en fait, comment sont structurées vos données. Mhm. Donc, c'est des données sur lui-même. C'est quelque chose qui est réflexif, là, qui monte par rapport à lui-même. Souvent, ce qu'on va appeler le schéma. Quand on parle d'une BD, là, c'est quoi le schéma? Exactement. C'est toute l'étape système, en fait. Et donc, le même principe, un langage, qu'il soit de motoprogrammation ou autre, c'est fait pour exprimer quelque chose. Un métalangage, c'est un langage qui est fait pour exprimer à propos de langage. Mhm. Donc, la métaprogrammation, qu'est-ce que c'est? C'est de la programmation qui permet de manipuler de la programmation. Puis, est-ce que ça serait faux de dire que la façon la plus simple de faire la métaprogrammation, c'est tout ce qui touche la génération de code source? Alors voilà, c'est la façon, une des façons les plus anciennes et la plus simple, mais qui a énormément d'inconvénients, mais qui est encore assez populaire. Dès qu'on veut faire quelque chose, on a tendance à faire comme ça, bien que maintenant il y ait des outils beaucoup plus intéressants. Mais c'est la façon naturelle parce que c'est manipuler finalement des strings. Puis ça, on sait faire ça depuis longtemps. C'est très facile. Mais le gros inconvénient majeur de ça, c'est que faut que ce soit le développeur qui le fasse. Mhm. Et donc, ça s'adapte pas à la situation du client. C'est le développeur décide de générer quelque chose. Alors, les grands classiques, c'est de faire un mapping entre une base de données relationnelle et puis une BD objet. Enfin, au contraire, en fait, base de données relationnelle et puis un programme objet. Oui. Et l'idée, c'est que c'est tout le temps la même chose à faire. En fait, c'est prendre chacun des champs de la table et les mettre dans des variables ou inversement. Mais c'est jamais la même chose. C'est toujours la même chose dans l'idée, mais c'est jamais la même chose dans le code technique. Le nom des tables change toujours, le nom des colonnes change toujours. Exactement, leur type change toujours. Donc, c'est le même algorithme dans la tête du développeur, mais c'est pas le même code. Donc, c'est très fastidieux. Puis, qui dit fastidieux dit non-intérêt et dit évidemment bug. C'est pas du code intéressant à faire. C'est très plate à écrire. Et puis, donc, c'est très facile de plus faire suffisamment attention puis d'introduire des bugs. Alors, le mieux, c'est déjà, à partir, par exemple, d'un schéma de BD, générer le code qui va le faire, ou inversement. Puis, souvent, on dit, ça évite ça remplace le bon vieux copier-coller, parce que justement, on écrit une fois un métaprogramme, ou en tout cas, un gabarit de génération, puis on génère. C'est ça. Puis, les auditeurs qui se disent, ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça. Si vous avez utilisé Visual Studio, sans le savoir, vous avez fait beaucoup de génération de code en dessous de la couverte. Que ça soit juste, par exemple, aller dans votre form designer et concevoir votre interface utilisateur. Oui, En arrière, Visual Studio génère, lui, donc sa méta-information qui prend, là, c'est tes contrôles que tu disposes dans ton écran. Mais lui, en arrière, il génère tout le code qui va être capable dynamiquement de créer l'écran à l'exécution. Ouais, un autre bon exemple, c'est lorsqu'on met une référence à un service web, la classe proxy qui est générée, c'est de la génération de code. Qu'avant .NET 2.0, on les voyait, ces bouts de code-là, ils étaient toujours dans une région où est-ce qu'on disait, s'il vous plaît, ne pas éditer. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, avec les classes partielles, on les cache dans d'autres classes à côté. Puis il faut toujours pas les éditer, mais des fois on n'a pas le choix. Si on efface la méthode, par exemple, ça enlève pas l'appel. Mais bon. Mais ça, c'est la façon très de base, puis c'est pas ce que tu veux discuter avec nous en profondeur aujourd'hui. Toi, ce qui t'intéresse plus, c'est métaprogrammation pour adultes. Donc, c'est quoi ce type de métaprogrammation-là? En fait, l'inconvénient majeur de ce qu'on vient d'exprimer jusqu'à maintenant, c'est que ça se fait au niveau du développeur. C'est lui qui est obligé, en fait, peut-être de l'écrire, ou au moins d'utiliser son générateur de code, par Visual Studio, par exemple. Et ensuite, il doit compiler, et ensuite, il doit livrer, et ensuite, maintenant, les gens peuvent l'utiliser. Mais ça s'adapte à rien, si ce n'est aux choses que le développeur prévoit. Et puis, une fois que le développeur a prévu, que la situation soit ça ou autre chose au niveau du client, c'est trop tard. Le code est généré comme ça. Moi, ce qui m'intéresse de parler aujourd'hui, c'est plutôt réagir live, réagir sur le client lui-même, d'accord, et non pas sur la machine du compilateur, donc du développeur. Donc, ces techniques-là, on va les appeler quoi? Introspection? Alors, il y a deux mots pour refléter ça, c'est introspection et réflexion. Introspection, en fait, c'est la possibilité de regarder
soi-même à l'intérieur, d'accord, de faire de l'introspection comme pour une personne qui s'interroge elle-même en quelque sorte. S'asseoir puis regarder le C'est ciel, ça. se dire pourquoi sommes-nous sur la planète Terre. Qui suis-je? Et l'idée c'est que donc c'est de la philosophie du code en quelque sorte. Et l'idée c'est que on va pouvoir écrire du code qui sera capable de regarder lui-même. Alors, pas lui-même directement, mais bien qu'il puisse. Là. Mais c'est surtout regarder tout l'environnement, etc. qu'il y a autour. Et donc, en fonction de l'environnement, on va pouvoir faire un if, on est dans ce genre de code-là, fait ça, sinon on fait ça. Et donc, typiquement, ça peut être, je sais pas, des DLL qui seraient présentes dans le répertoire. Si les DLL est présente, on va l'ouvrir, on va chercher s'il y a telle méthode. Si oui, on va créer une instance de cette classe puis appeler la méthode, par exemple. Mhm. Eh bien, ça, on peut pas le prévoir à l'avance parce que c'est comme une série de plugins. On aurait juste à le mettre dans le répertoire et puis là, on va aller instancier le plugin. Donc ça, c'est super facile à mettre en œuvre avec l'introspection parce qu'on va pouvoir aller regarder comme une recherche de fichiers, qu'est-ce qu'il y a comme fichier, puis après, par introspection, qu'est-ce qu'il y a comme classe, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce que ça implémente par exemple un e-plugin, une interface plugin, là, e-plugin. Et si oui, à ce moment-là, on crée une instance. Donc là, tu es en train d'expliquer finalement un patron très classique d'extensibilité pour une application, c'est de permettre de déployer des DLL par qui exemple. respectent un contrat, une interface dans un répertoire quelconque, puis la plateforme est assez intelligente pour les découvrir dynamiquement et les instancier, puis faire en sorte que maintenant, tes plugins sont disponibles comme pour t'offrir des nouvelles fonctionnalités. Exactement. Ça entraîne aussi des problèmes de sécurité, il faut penser, mais potentiellement, c'est pas Mais ça, c'est un compliqué à scénario faire. très classique où l'introspection peut vraiment être mise à contribution, justement, pour étendre une application pour qu'elle soit pas fermée sur elle-même avec un concept de plugin. Est-ce que tu as d'autres scénarios où est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser Oui, parce qu'en fait, ce que j'avais déjà fait, mais c'était en Java à l'époque, mais c'est le principe presque le même. C'est à savoir, justement, le mapping BD, puis programme objet. et le classe métier, comme disent nos confrères européens? Ouais. C'est Alors, ça, classe métier. Hein? Moi, je exact. suis toujours classe d'affaires, mais Non, ils comprennent pas ça là-bas. bon, ils comprennent, ils sont capables de faire la traduction. Écoutez, écrivez-nous, nos amis européens là, si dites-nous qu'est-ce que vous utilisez, classe métier ou objet d'affaires. Oh, oui, c'est vrai, c'est objet d'affaires qu'on. en Quoi fait, que là, soit on sait qu'on parle finalement de nos fameux objets qui représentent le domaine d'affaires. c'est ça. Puis moi, étant les deux nationalités, français et canadien, j'utilise un peu les deux. Mais toujours est-il que le but du jeu, c'est pouvoir instancier un objet d'affaires qui va avoir directement les bonnes valeurs des variables en fonction de ce qu'elle est stocké dans la base de données. Donc pouvoir le lire, puis inversement aussi l'écrire. Donc ça, c'est du code, comme on disait tout à l'heure, qui est tout le temps la même chose, mais pas suffisamment la même chose pour que ce soit écrit dans une méthode. Alors, le but, c'est de découvrir dynamiquement. Donc, on peut très bien, moi j'avais fait, c'était en Java, mais c'était le même principe, là. J'avais fait une méthode qui permettait avec 2 paramètres seulement, d'aller lire un objet dans la BD. Donc, il suffisait d'indiquer la requête SQL, forme de string, toute bête. Puis de l'autre côté, la classe à instancier, deuxième paramètre. On passait ça à la fameuse méthode qui faisait la moulinette. Et là, on faisait de l'introspection, en fait. On faisait l'introspection aussi bien du résultat de la BD, parce qu'on exécute la requête SQL, puis là, on peut faire un get metadata sur le résultat pour récupérer, en fait, les informations sur comment est structuré le résultat. Je prenais ma classe et je faisais get metadata. Donc, j'avais l'information sur ce qu'est La classe. Donc, je l'ai récupéré, en fait, des get fields, etc. là. Et puis, après, faut trouver une règle qui fasse la correspondance entre des colonnes et puis des variables. Bêtement le nom. Donc si c'est le même nom, c'est que c'est la même chose. Puis après, donc par introspection, on va pouvoir regarder est-ce que ce nom-là existe, est-ce que cette variable de ce nom-là existe, oui. Puis après, est-ce que c'est quoi le type dans la BD, c'est quoi le type de cette variable-là, est-ce qu'il faut c'est le même, on y va, on copie, c'est pas le même, on va faire une conversion avant de copier. Donc ça fait du gros code à écrire pour faire tout ça, mais on ne l'écrit qu'une fois. Exact. Et puis après, vous voulez rajouter, je sais pas moi, vous voulez rajouter un champ dans votre table. Rajouter un champ en mettant une valeur dedans par n'importe quel utilitaire, puis rajouter une variable dans votre classe, puis voilà. Vous n'avez pas à changer du tout la façon de lire, parce que la façon de lire, c'est dis-moi quels sont les champs, dis-moi quelles sont les variables. Et puis si l'exécution d'après, on en a une de plus, on en a une de plus, puis c'est tout. Donc là, ça facilite la maintenance énormément. On n'a plus à retoucher à tout ce qui est persistance. Alors en gros, j'en avais écrit 2, là. Une qui est récupère-moi un enregistrement, puis l'autre récupère-moi, une collection. Une collection, exactement. Cas classique. Voilà. Et puis c'est tout. Donc j'en ai ces 2 qui sont pas faciles à écrire forcément, surtout les premières fois. Et puis pas faciles à tester directement.
Et puis après, on n'y touche plus. Ouais, puis tu couvres, avec ça, 90-95% des cas. Il y a toujours un cas d'exception, là, qu'on couvre pas avec des méthodes comme ça, mais déjà là, si on couvre déjà au moins 90% des cas d'accès aux données, le bénéfice était extraordinaire. Oui, pourquoi il reste 5%? Ouais, Tu te laisses une marge. Ouais, ça, c'est une petite marge de un jeu. exemple classique qui aurait peut-être un enjeu de performance qui ferait que Ouais. on voudrait y aller directement. Ça. C'est-à-dire que le 5%, je suis d'accord, c'est pour les enjeux de performance et des choses comme ça, mais pas pour la technique potentiellement. La technique, c'est- elle serait toujours Parce valable. qu'il faut y penser. Peut-être qu'un jour, on a un nouveau type, il faut convertir. Ah là, faut rajouter des caisses dans notre switch ou des choses comme ça. Là, c'est ça l'idée. Mais fondamentalement, il n'y a pas de raison. Puisqu'on peut écrire le code, on doit pouvoir écrire du code qu'il s'en aperçoit, qu'il découvre la situation, puis après qu'il va exécuter le bon code, en fait. Donc, tu parlais de réflexion, d'introspection. Il y a un concept non négligeable qui est, s'il y a de la méta-programmation, c'est qu'il y a une méta-information qui est utilisée. Dans ce cas-là, plus souvent qu'autrement, ça va être le code créé ou compilé qu'on va utiliser. Par exemple, les assemblies, les DLL, les assemblies, qu'on va aller voir directement sur une plateforme .NET. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on compile en .NET, on va générer non seulement le code source le code compilé qui est du faux compilé, là, qui est pour la machine Le fameux virtuelle. code en IL. Voilà. Et puis, en plus de ça, il va y avoir toute une section, un header, spécifique à .NET. En fait, là, si on y va un petit peu dans le technique, là, l'idée, c'est que dans un fichier, c'est un fichier normal, un PE, un PI, là, qu'on appelle ça, un fichier d'exécution. Il y a un header DOS qui dit, il faut Windows pour l'utiliser. Puis il y a un header Windows qui maintenant dit, faut .NET pour l'utiliser. Et puis après, il y a l'header .NET qui contient, entre autres, toutes ces informations-là de comment est structuré au complet l'assembly. Donc, l'ensemble des modules de l'assembly, en fait. Puis, si on a, par exemple, dans notre code, ajouter des custom attributes, des différentes mécaniques que la plateforme nous offre, ils vont se retrouver aussi C'est ça. stockés dans le DLL. C'est ça. Toute l'information qui décrit notre code est stockée dans la DLL aussi avec le code de la DLL, en fait. Donc, par exemple, si vous êtes dans votre Visual Studio, il y a toujours un petit fichier dans lequel tu as des numéros de version, ces choses-là. J'oublie. Comment ça s'appelle dans ce Assembly info. Assembly Info. Qui a Tout à fait. disparu plus ou moins, là, maintenant, parce qu'il est caché, mais. Donc, ce fichier-là, quand on allait éditer dedans, lui, il allait stocker cette information-là lors de la compilation directement dans la DLL. Oui, parce que Dans ça, le- ce sont des attributs de la DLL directement. Mhm. Donc, en fait, il va le mettre comme attribut de la DLL. C'est pas du code, ça, c'est juste de l'information. Donc, on le retrouve dans la partie méta-information, mais pas dans le reste. Ça m'amène une question, puis je sais pas la réponse, mais peut-être que tu le sais. Est-ce que tous les concepts d'espace de nom, est-ce qu'on les retrouve à même l'assemblies ou c'est vraiment pas du tout transporté à ce niveau-là? C'est pas vraiment transporté, c'est parce que c'est les noms en long des classes. Donc, On si les retrouve c'est ça. Si on a mon nom 1, mon nom 2, dedans, il y a une classe A, ce sera mon nom 1, mon nom 2, A, le nom de la classe directement, là. mais si on s'entend, c'est si on s'est forcé à suivre cette directive-là, parce qu'on pourrait aussi pas du tout suivre avoir un nommage physique des DLL totalement différent des espaces de nom qu'on mettrait dans nos classes. Ah oui, mais de toute façon, potentiellement, déjà, ça existe, on fait ce qu'on veut, en fait. Mais il y a déjà des assemblées qui sont multi-DLL, même en .NET, il y en a très peu, mais Enterprise Services en est une, par exemple. Et donc là, c'est une assembly, mais en fait, elle est coupée en plusieurs modules. Ah, donc tu dis Enterprise Services est multi. Qu'est-ce que tu veux dire par multi-DLL? Moi, je vais encore apprendre quelque chose de Multi-module. nouveau. En fait, le DLL, les espaces de nom, ça c'est logique. On D'accord? s'entend. Les DLL, ça c'est physique. Tout à fait. D'accord? Eh bien, une assembly, c'est une DLL principale, plus d'autres DLL potentiels. Tout à fait. D'accord? Et là, c'est une assembly qui contient un manifeste avec les informations, les méta-informations, etc., entre autres. Et donc, l'idée, c'est que il peut y avoir d'autres DLL qui n'ont que du code, puis c'est une DLL, la principale en quelque sorte, celle qui porte le nom de l'assembly et le nom du fichier lui-même. À ce moment-là, celle-là, c'est celle qui est la maître en quelque sorte. Ah oui, c'est parce que c'est vrai, tu peux insérer. Ah, mais ça, tu peux Mais on pas peut pas le faire de Visual Studio, hein. Non, faut que ça te prenne le compilateur de base. On peut le faire à la main, c'est ça, CSC, espace. Ouais. Donc, tu as découvert que quelques assemblies du framework sont comme ça. Oui, Entre autres, les Enterprise Services. c'est ça. Ah, bon. Tu vas se coucher moins niaiseux ce soir.
c'est bien beau, là, de définir qu'est-ce que c'est métaprogrammation, mais, puis là, tu nous donnais quelques scénarios, mais conceptuellement, c'est à quoi que ça sert, là, Ouais, ben, je pourrais finir déjà. À savoir qu'on a parlé d'introspection, mais il y a la réflexion. OK. Parce que par exemple, en Java, on peut faire que de l'introspection. OK. Disons avec le Java officiel Sun, là, d'accord? Mhm. Ça veut dire qu'effectivement, on peut écrire du code qui va regarder ce qu'il y a dans le code, dans des classes, quelque part. Mais on peut aller faire de la réflexion complète. La réflexion, c'est d'aller beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer des classes en cours d'exécution. Donc, quand je dis créer des classes, ça veut pas dire on va faire un fichier source, comme la première partie dont on parlait, là. Ça va dire on va aller directement générer la DLL, quoi. Avec le code compilé, etc. À la limite en mémoire. Mhm. Parce qu'on n'a pas besoin de stocker sur disque, c'est vraiment, dépendamment de la situation, de l'heure qu'il est, on va générer comme ci ou comme ça. Et puis on l'a en mémoire, puis on l'utilise. Ou carrément, maintenant qu'on a fait une belle job, on le sauvegarde sur le disque. Et puis une fois d'après, si le contexte n'a pas changé, on réutilise exactement la même DLL. C'est les fameux, j'ai le mot emit qui vient En fait, l'introspection, c'est tout ce qui est dans système.réflexion en .NET, alors que la réflexion, là, au complet, c'est système.réflexion.emit. .emit, c'est là qu'on va pouvoir être capable de générer dynamiquement des classes. C'est ça. Donc là, pour reprendre le même exemple de BD là qu'on a vu finalement dans les 3 modes, soit on génère le code source, puis après le gros inconvénient c'est qu'il faut le compiler, le gros inconvénient c'est qu'ensuite il va falloir le maintenir, n'est-ce pas? Faut stocker dans notre gestionnaire de code source, surtout pas. Alors, c'est ça. Si on se permet de faire des petites modifications à la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on régénère, puis il faut remettre les mêmes modifications, ou soit on modifie directement la main, c'est l'horreur. Donc tant pour la maintenance que pour l'exécution, là. Enfin, c'est ça, il va falloir compiler avant l'exécution. Quand on est en mode introspection, déjà c'est nettement mieux puisque c'est live. On peut le faire à chaque fois que j'ai appelé ma fonction, à chaque fois il disait mais qu'est-ce que c'est quoi le contexte maintenant? Alors évidemment, si on pouvait changer en cours d'exécution, il verrait déjà changer. Mais on peut changer la BD, mais on peut pas changer la classe. Mais il y a des puristes qui vont dire qu'il y a un coût de performance à faire ça. Il y a un coût énormément de performance. Ouais, c'est ça mon principal problème que j'avais eu, c'était que finalement, si on rappelle la question super intéressante, là, quels sont les clients qui m'ont pas payé? N'est-ce pas? On fait un select dans la BD, là, etc. On va le chercher, puis finalement, ok, on en trouve quelques-uns. Puis 5 minutes après, on se dit, mais quels sont les clients qui m'ont payé? On va refaire la même requête, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se reposer exactement la même question. Comment il est structuré, client? Comment le résultat de ma requête est structuré maintenant? Alors qu'en fin de compte, entre les deux, là, puisque le programme s'exécute, c'est sûr que ça n'a pas changé. La BD, je sais pas, mais en tout cas, le programme, c'est certain. Le code devrait pas être différent. C'est ça. Et donc, ce qui est coûteux, en fait, c'est de se poser les questions éternellement. Donc, si régulièrement on va faire la même job, régulièrement on va se reposer les mêmes questions. Donc ça, c'est ça le principal inconvénient. Tandis qu'avec la réflexion... Avec la réflexion, on va se poser exactement les mêmes questions, mais pas pour faire la job. Pour générer exactement le code qu'il faut pour faire la job. Puis tu vas le générer une seule fois, puis après ça, tu vas toujours appeler... Et à ce moment-là, soit on réutilise la même instance, ou soit on recrée une nouvelle instance, mais c'est juste instancier une classe, c'est super facile à faire. Et puis là, on l'utilise autant de fois qu'on veut. Et ça va faire exactement la job. Donc, au moment de démarrer, par exemple, ou au moment où on l'utilise la première fois, eh bien, on va aller regarder c'est quoi la BD, c'est quoi ma classe. On va générer la classe qui va faire la conversion s'il faut une conversion, le copie direct s'il faut pas de conversion. Enfin, exactement ce qu'il faut. Et puis après, c'est du code normal. Ces techniques-là, il y a Guy, je sais que tu as fait une présentation l'automne passé sur Subsonic. Tu vas en faire une d'ailleurs plus avancée dans 1 mois, 2 mois. Ouais, au mois d'avril. Mais Subsonic, c'est un DAL, puis c'est zéro code DAL parce que t'as pas vraiment besoin de coder, mais il te crée dynamiquement en mémoire toutes ces classes-là. Puis c'est très déconcertant pour les informaticiens qui sont pas familiers parce qu'ils disent, mais il est où le code source? Ils veulent l'aller voir, là. Ils disent, il est pas là le code source, mais la classe, elle existe. Puis elle a de bons noms et tout. Puis ça semble un peu magique, même pour les gens qui sont pas familiers, tellement magique qu'ils doutent. Ça peut pas marcher, là. Il y a quelque chose. Oui, puis c'est surtout quand tu quand t'es en break mode là, puis que tu step, puis là tu tombes dans du code dans une classe avec un nom bizarre et que t'as pas codé là, mais c'est cette classe là. Donc elle a été émise avec le reflection emit. C'est ça. C'est probablement. Puis quand tu dis un nom bizarre, c'est que pour la nommer, vu que tu as besoin juste d'avoir un identificateur que tu veux qu'il soit unique, donc souvent un GUID. Un GUID, ça peut être une façon de nommer ta classe. Y a-tu d'autres techniques que tu connais, toi, qui sont peut-être plus performantes qu'un GUID ou? En fait, c'est peu importe. Là, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais on veut juste qu'elle soit unique. C'est ça, ouais.
Mais en plus, qu'elle soit unique dans un namespace. Hein. Ouais. Donc, si on met un namespace qui nous est propre, après, on a le contrôle complet. Là. Beaucoup plus de facilité. Donc, c'est très Effectivement. facile. Oui. Donc, on vient de voir que la réflexion, c'est vraiment beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y a plus le coût de performance que tu vas subir à toutes les fois que tu vas lancer tes requêtes. Exactement. C'est comme si un programmeur l'avait codé avant de compiler, puis c'est aussi performant. Puis là, ben, un exemple qu'on donnait avec un produit du domaine public qui s'appelle Subsonic. Donc, c'est un DAL, donc du code qui font la couche d'accès aux données. Est-ce que tu as d'autres exemples, ou en tout cas d'autres raisons qui justifient l'utilisation des techniques de métaprogrammation? Oui, il y en a une qui est dans .NET, déjà, même deux, je dirais, que j'ai cherché aujourd'hui, j'ai trouvé. Là. Enfin, il y en a une que je connaissais, c'est regex, entre autres, parce que quand on fait l'analyse par expression régulière, et que pour savoir si ça match ou pas, là, ou pour extraire des morceaux ou quoi. Juste le bénéfice des auditeurs qui ne sauraient pas. Regex, c'est un ensemble de classes qui te permettent de pouvoir faire des recherches par expression régulière. C'est ça. À la base, c'est une classe qui est visible. Il y en a d'autres qui sont cachées derrière. Et entre autres, il y en a une qui compile les expressions. Si on demande l'expression, quand on la crée, il y a des options. Il y en a une option qui dit de compiler ça. Et à ce moment-là, il va générer du code. Encore là, pour une question d'optimisation de performance. Exactement. Évidemment, si c'est pour le faire une fois, c'est pas intéressant parce que on va se poser les questions pour générer le code et ensuite on va l'utiliser. Alors autant se poser les questions puis le faire la job au fur et à mesure. Par contre, si c'est pour utiliser plusieurs fois la même expression régulière, là après c'est comme si on l'avait écrit à la main. Là. Mais je sais pas qui écrirait l'équivalent d'un regex spécifique à la main, ça n'a aucun sens. Mais comme c'est généré, c'est infiniment performant. Tout à fait. Donc, ça, c'est un exemple qui est dans le framework. Est-ce que tu as d'autres exemples dans le framework? Dans le framework, oui, il y en a un autre, c'est quand on veut convertir, en fait, un type library en assembly, mais pas au moment de la compilation, mais live. À ce moment-là, il y a une méthode pour ça aussi. OK. Donc, pour découvrir dynamiquement, en fait, des points TLB, là. Puis, bon, on a donné l'exemple de faire une couche d'accès aux données. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui te viennent vite en tête comme ça? Oui, nos produits, là, entre autres POCMOC, lui, ce qu'il fait, c'est ça. En fait, il va analyser comment est le code existant pour ajouter, pour soit carrément enlever le code existant pour en mettre un autre à la place et régénérer une nouvelle DLL, ou soit pour ajouter une partie avant et après, ce qui permet d'exécuter le code normal si tel est le choix du développeur. Donc, une technique aussi qui pourrait être utilisée, c'est faire du aspect-oriented programming, c'est-à-dire regarder les classes puis rajouter, mais là, t'es limité à avant-après, mais tu pourrais littéralement, par exemple, rajouter du code de logging, par exemple, systématiquement, ou du tracing. C'est l'idée. Par contre, on va avoir un gros problème, c'est que l'introspection, on peut découvrir ce qui existe et on peut créer des nouvelles choses, mais on peut pas modifier ce qui existe. En partant déjà, ça bloque un peu. À savoir qu'on pourrait pas découvrir une méthode puis ensuite changer son code dynamiquement. Du code qu'on a créé dynamiquement, là on peut le changer dynamiquement. D'accord, mais pas du code qui était pas du code qui était compilé par le compilateur. Forcément. C'est ça. Bon après il y a des techniques mais ça vient du hack là, on en parlera pas aujourd'hui. J'imagine c'est pour une question de sécurité. Bah oui. Parce que sinon, un code qui est full trust, puis on change l'intérieur de la méthode dynamiquement, c'était full trust de faire quoi maintenant? Bonne question. Hein. C'est le code de Microsoft, regarde qu'est-ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il y a des organisations qui aimeraient pas ça. Écoute, on a parlé d'exemples avec .NET, mais on peut pas dire que ces techniques-là sont nouvelles. Là. Il y a des langages qui utilisaient ça depuis nombreuses années. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à en faire, hein, donc j'aurais peut-être pu le dire d'ailleurs. Un bonus à partir d'un certain montant d'années, là, ça commence à dire ça fait suffisamment longtemps que j'en fais. Mais disons l'idée c'est ça, c'est que j'en ai fait dès l'université, j'en ai fait avec Lisp entre autres, parce que Lisp en fait c'est des expressions avec des parenthèses là, qui sont des listes. Et puis finalement il y a une fonction eval qui permet d'évaluer une liste, donc de l'interpréter. Mais là c'est des interpréteurs, donc c'est relativement plus facile. Là. Mais on peut le faire en Smalltalk aussi, on peut le faire en Delphi. Dès que Delphi est apparu, j'en ai fait un peu, mais Delphi c'est très très limité parce que les seules choses qu'on peut faire, c'est quand c'est des déclarations qui sont qu'il faut hériter de T-persistent, tu peux avoir le $M+ à la compilation là, donc ça fait très particulier. Et là, on peut accéder qu'à la partie qui est dite publiée. Alors qu'avec .NET, on peut accéder à n'importe quoi, y compris même les parties privées si on veut. Puis, bon, on sait que Java était assez limité. Microsoft.NET va plus loin. Puis, Microsoft.NET, on regarde beaucoup ce qui se passe du côté des langages dynamiques. L'ancêtre étant Lisp, Scheme et toutes ces versions, ces moutures qu'il y a eu de langage
qui était basé finalement sur des interpréteurs, qui n'étaient pas forcément méta-objet forcément. Là, maintenant, de plus en plus, tu as des langages, même tu as du list objet. Mais est-ce que toi, tu as regardé qu'est-ce qui s'en vient avec ces langages dynamiques-là, ou c'est pas, t'aimes mieux attendre de voir qu'est-ce que Microsoft va nous offrir, ou... Ben, on a déjà vu un peu, là, avec C# 3, qu'est-ce qu'ils veulent nous offrir, mais ça reste au niveau de la compilation pour eux, et non pas vraiment dynamiquement rajouter des affaires. Donc, eux, ils font la métaprogrammation pour nous faciliter notre vie, particulièrement l'accès aux bases de données, mais pas spécialement pour qu'on fasse de la métaprogrammation nous-mêmes. Mais il y a déjà, c'est quand même assez complet, là. Mais t'es d'accord avec moi qu'il y a juste quelques portes à nous ouvrir, puis ça va encore, tu sais, un peu comme la réflexion a ouvert tout un champ, pouvoir émettre nous-mêmes nos propres classes dynamiquement. Ben il y a juste quelques portes à nous ouvrir dans ce qui s'en vient avec C# 3.0, puis on va pouvoir faire des choses intéressantes aussi là, avec les comment ils les appellent, en tout cas la fameuse capacité de pouvoir étendre une classe dynamiquement, oui. Un peu comme des mixins. Oui. Je prends un langage plus du monde de la programmation orientée aspect parce que c'était un peu mon paradigme, c'était ça. Puis là, je regardais ça, je disais, ben regardons ça fait ce type de choses-là. Donc, oui, en fait, ça permet de déclarer comme qui dirait des déclarations dans une classe qui est fermée parce que il était compilé ailleurs, peut-être pas de Microsoft ou autre. Et donc, c'est un artifice de compilateur, en fait. Parce que ça ne la met pas dans la classe, effectivement. Si on y allait par introspection, je sais pas à quel point on le verrait. Faudrait que j'essaye un jour. Mais on verra pas comme une déclaration de la classe en tant que telle à première vue, mais si c'était le cas, ce serait trop beau. Je sais qu'une des choses, Guy, j'ai reçu la confirmation aujourd'hui de Scott Belwell on va faire une émission, nous, sur justement les environnements comme Ruby on Rails, ce que ça va apporter du côté de la plateforme.net. Donc, on va revenir sur ce sujet-là dans 1 mois, 2 mois. Donc, suivez-nous, puis on va voir qu'est-ce qui s'en vient. On va essayer d'ouvrir un petit peu la fenêtre pour dire qu'est-ce que va ressembler le futur. Nous, si on revient sur métaprogrammation, comment tu sais, juste pour essayer de vraiment clarifier, on décrirait comment la grande différence entre introspection et la réflexion? Ben, il y en a qui génèrent du code, pas l'autre. Ça se résume à ça, hein? Ouais. Donc, dès que t'as pas de génération de code, tu fais juste regarder à l'intérieur, c'est l'introspection que tu fais. C'est ça. Donc, on écrit du code pour découvrir la situation, là, comme pour les plugins qui existent ou la BD, etc. Comment sont les classes qu'on doit lire dans la BD. Et puis ça, on écrit le code qui va faire la job. Donc, on est aux 2 niveaux à la fois. On écrit du code qui découvre le code, puis en fonction de ce qu'on a découvert, on appelle ce qui fait la job. Alors que en réflexion, là, si on découvre le code pour savoir la situation, pour générer un nouveau code qui fera la job quand on l'exécutera. Okay. Donc, c'est pas du tout le même niveau. C'est pas du code qu'on a écrit et compilé qui va s'exécuter en tant que tel, là. En tout cas, au niveau à faire. Mais ce qu'on a écrit et compilé, c'est du code qui va générer le code qui va être exécuté au niveau à faire. Je sais pas si je suis clair. C'est pourtant ça, mais on est un niveau au-dessus, quoi. Écoutez, si ça n'est pas assez clair pour vous, dites-vous que vous pouvez toujours programmer vos classes à la main. Mais ça n'a pas de C'est la meilleure façon de faire, d'ailleurs, parce que l'idée de la métaprogrammation, c'est très riche, c'est très puissant, mais c'est super complexe à mettre en œuvre. Pour faire un petit bout de code qui fasse rien, c'est des dizaines de lignes de code. Alors, c'est frustrant parce que maintenant, on parle plus C#, on parle IL, d'accord? Donc, faut parler avec le opcode, là, opcode point, ceci, virgule, les paramètres, et puis voilà. Chaque instruction machine doit être décrite pour être générée. Donc, c'est assez rébarbatif. T'as un niveau d'abstraction très bas. Oui, en fait, on va aux 2 extrêmes parce qu'il faut être plus abstrait pour comprendre la situation, etc. Puis, il faut être très bas de niveau parce qu'il va falloir que ça génère le code compilé. Là, on génère du code compilé, donc c'est nous qui écrivons ça. D'où probablement le challenge, le fait qu'on n'est jamais, faut travailler en parallèle avec les 2 niveaux d'abstraction. Ouais, même c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi, faut raisonner sur ce qu'on est en train d'écrire versus ce qui va être en train de s'exécuter. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire une boucle, il n'y a pas besoin de boucle pour décrire une boucle, d'accord? Puisque nous, on va dire, vas-y, si t'es plus petit, vas-y, fais ça, puis si t'es plus grand, sors, ou je sais pas quoi. C'est juste du code séquentiel. Mais c'est très séquentiel. Tu vas décrire une boucle. Exactement. Alors, dès que ça commence à se compliquer, ça devient un vrai fouillis dans la tête, en quelque sorte. Donc, faut toujours ramener ça aux idées simples. Fondamentalement, qu'est-ce que je veux qui s'exécute sur le client?
Puis après, le dire, bon, ben, si c'est ça qui doit s'exécuter sur le client, une boucle, par exemple, bon, ben, comment je décris la boucle là, maintenant, dans mon code? Uh-huh. Et donc, c'est ces deux niveaux-là qui étaient les plus difficiles au départ pour moi. Si on prend un exemple concret, je vais te faire parler un peu de ton produit PocMock que tu développes. Mhm. Donc, comme tu avais expliqué, les mock objets, c'est essentiellement à partir d'un objet existant, je voudrais créer un mock, donc créer un faux objet, mais C'est qui ça. va me donner des services comparables. Ben, Donc, officiellement, les mêmes services, parce que c'est les deux classes, on peut pas les distinguer. mhm. Mais c'est juste l'intérieur des méthodes qui va être différent parce que on va vérifier auprès d'un scénario est-ce que c'est bien normal que l'appel se fait et puis simuler l'erreur ou Donc, si on essaierait de voir comment tu t'y prends pour passer à travers une classe et créer un mock. Donc, essentiellement, tu commences par faire de l'introspection. ben non. Non? Ce serait logique. Mais à l'époque, étant donné que ça a été fait avec donc .NET 1.0, qui Uh-huh. avait déjà l'introspection et la réflexion, le seul problème, c'est qu'on peut tout découvrir dynamiquement, sauf l'IL des méthodes. Ouais. Or, moi, c'est justement ça que je veux savoir C'est pour la- générer la même chose. Donc, il me faut l'IL. Et à l'époque, on pouvait pas le faire. OK. Est-ce qu'on peut le faire avec le 2.0 maintenant? Avec le 2.0, on peut le faire, c'est ça. On peut faire un get method body, puis après, on peut faire un get, Ok. je sais plus quoi, IL array ou quelque chose comme ça, qui va nous donner sous forme d'un tableau de bytes l'IL. Brut, d'accord? Après, on se débrouille avec ça. Mais au moins, il y a quelque chose, alors qu'à l'époque, il y avait rien. Donc, il a fallu qu'on refasse tout un module qui soit capable d'aller lire le fichier, puis d'analyser le PE, Oh le boy. fichier PE, octet par octet, et puis de reconstituer tous les entêtes, etc. C'est pour ça que j'ai pu en parler tout à l'heure, Mhm. parce que j'ai des Est-ce heures que tu passées t'es là-dessus. tapé la... C'est ça. Et puis donc, moi, en fait, je me suis refait une surcouche de réflexion au-dessus de la réflexion de .NET pour pouvoir aller chercher, puis pouvoir faire des recherches. J'ai aussi des visiteurs, du pattern visiteur, là, pour aller parcourir tous les chemins d'exécution possibles dans une méthode, etc., là, pour, Donc, des savoir les points de services que tu sortie. t'es mis en place C'est qui ça. font en sorte que, même si c'est là présentement dans 2.0, ce que les autres offrent, c'est encore beaucoup moins que ce que toi tu t'es bâti. oui, c'est ça. Parce que, en fait, là, ils donnent simplement maintenant l'accès aux variables locales et puis à l'IL. Mais moi, j'ai besoin de parcourir tout ça séquentiellement ou en fonction du chemin d'exécution, etc. Et puis après, là, j'utilise en sous-couche, là, .NET Reflection Limit, là, pour pouvoir aller générer le nouvel DLL, etc. Donc, c'est pour ça, par exemple, mettons que tu veux faire un mock de ADO.NET, ben, essentiellement, tu vas regarder la DLL, puis tu vas créer, les assemblées à l'intérieur de la DLL, puis tu vas recréer dynamiquement toutes les classes qui sont dans ces assemblées-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Est-ce que tu vas très gros, est-ce que je peux, avec PocMock, c'est à quel niveau de granularité que je vais donner, que je vais demander le mock, c'est au niveau de la classe? Ah, comme on veut. Ou je peux aller même plus haut en disant, je veux tout un mock pour un assembly au complet. Ouais. Bah, par défaut, c'est ce que je conseille, là. On prend l'assemblée pour dire, allez, moque-moi ça, et puis tu me dis quand t'as fini, là. Puis c'est pas long. Donc, toi, tu vas même explorer et trouver toutes les classes qu'il peut y avoir dans un assembly. C'est ça. À la main, en quelque sorte, là, entre guillemets. Wow. On va aller rechercher toutes, et puis on reconstruit tout. Et puis après, on change le code. Et puis on régénère. Parce que ce que tu veux, c'est changer le code du body pour respecter les scénarios qu'on s'attendrait du genre, si je te donne telle valeur, tu devrais me retourner tel output. Exactement. Donc la première chose qu'on fait, c'est que on va vérifier est-ce qu'on est en mode de test ou pas. Parce que le problème, c'est que nous, on permet de faire l'appel à lui-même, etc. Donc il peut faire le code normal, mais le code normal peut faire des appels à une classe qui est déjà moquée, un objet qui est déjà moqué. Et donc, là, faut plus vérifier auprès du scénario, parce qu'on est à l'intérieur. Alors, il y a tout un tas d'options, mais on va vérifier en gros est-ce qu'on est en mode de test ou pas, là. OK. Et puis, si on est en mode de test, on va faire une vérification auprès d'un mock call qu'on a décrit auparavant. Mhm. Et puis ça, on va vérifier qu'on a les bons paramètres, c'est bien la bonne méthode, les bons paramètres, ou etc. là, ou bonne propriété, ou bon ce que vous voulez. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va retourner une information qui va dire, finalement, on le fait le code normal ou on le fait pas. Puis si on fait le code normal, donc c'est un if que t'es codé là, après on met le même code qu'avant. Puis sinon, après on peut faire les vérifications de sortie. Donc il va servir à vérifier que le code, le résultat de la fonction ou les paramètres ref ou out ont les bonnes valeurs. Parce que c'est important, c'est quand on veut utiliser des tierces parties,
Par exemple, l'idée c'est que on veut moquer la tierce partie, même si elle prend pas de temps, même si elle prend pas de tous les critères qui nécessitent de faire du mock là, mais simplement pour vérifier qu'elle change pas au cours du temps. Donc l'idée c'est qu'on peut très bien moquer. Faut faire vérifier l'appel avant. Est-ce qu'on a les bons paramètres? Est-ce qu'on l'utilise bien comme il faut? Toujours. Ensuite, on peut lui dire, vas-y, fais la job normale. Et après, quand ça revient, vérifie que les retours sont ceux que j'attendais. Comme ça, si jamais ça plante dans quelque part là-dedans, si ça plante avant, c'est que je l'utilise mal. Si ça plante en ressortant, ça veut dire que la job elle se fait plus de la même façon. Donc, ils ont changé leur fonctionnalité. Et moi, je le savais pas. Et donc, maintenant, je le sais, parce que ça va péter au niveau du test. Donc, c'est ça. Donc, on injecte ça. Mais nous, c'est une solution qui est statique. Donc, on le fait. C'est au niveau du développeur, quoi, finalement, dans l'environnement Visual Studio. Et puis là, on va régénérer une nouvelle DLL qui est mock soulignée de la même chose. Et puis, on change les références dans la solution pour que ça utilise celle-là. Puis maintenant, il est connu, ça utilise la fausse, mais c'est les mêmes classes, les mêmes namespaces, les mêmes tools, les mêmes méthodes, propriétés, tout est pareil. Donc, le code source, il change pas. C'est ça le but du jeu. Mais là, fondamentalement, c'est ça, on injecte du code avant et après. Mais comme on peut pas l'injecter dans ce qui existe, on est obligé de refaire une nouvelle assemblée au complet. Là. Parce que si ça aurait été une option, tu aurais pu littéralement dire je vais venir juste injecter ce que j'ai besoin à l'intérieur de la classe existante. Puis là, tu n'aurais pas eu besoin de venir refaire les références et toutes ces... C'est ça. Mais ça se voit moins, mais qu'on utilise des choses moquées là, mais au moins ça aurait été plus simple. Parce que le gros problème qu'on a eu après, c'était par rapport au mockage d'assemblées qui sont signées. Ah bah oui. Parce que là, on peut plus les simuler la signature, à moins que ce soit une signature, personnelle. À ce moment-là, on la resigne avec la même signature si on la trouve. C'est pas quelque chose qui manque dans la plateforme aujourd'hui de pouvoir dire, regarde, là, je suis en mode développement, puis ce que je veux générer, là, code access, tout ça, enlève-moi là pour que je sois capable justement d'étendre ces choses-là, parce que c'est pas, tu sais, ça aurait pu être une fonctionnalité qui aurait pu être présente, qui aurait donné beaucoup d'extensibilité, ou en tout cas il existe un peu, en fait. Il existe, mais pas naturellement, parce que l'idée, c'est que tous les outils de profiling, qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent du code devant et après, donc, quelque chose d'existant. Il y a un hook quelque part que tu es capable. Il y a un hook quelque part. En fait, l'idée, c'est que on peut très bien écrire du code qui va intervenir entre le moment où le code IL est chargé et le moment où il est compilé en mémoire sur le client. Okay. D'accord? Et entre les deux, on peut écrire une méthode qui va aller intervenir pour aller changer le code IL. Oh. Donc, c'est assez spécial. Sauf que pour ça, il faut absolument, on peut pas le faire naturellement avec un programme, le démarrer, puis ça fait ça. Donc, il faut que ce soit démarré par quelque chose qui ait certaines configurations, entre autres des variables, d'environnement qui dit qu'il faut utiliser du profiling. Là. Et mais donc, si on set ça, à ce moment-là, on est capable de le faire. Donc, par exemple, un environnement de test unitaire, si setterait ces bonnes variables-là, ben là, tu pourrais être dans un contexte où est-ce que un environnement de mock-objet qui utiliserait cette approche-là pourrait fonctionner. Oui. En tout cas, c'est plus que théorique, je pense, pratique. Ça pourrait marcher. Je crois qu'il y en a qui le font d'ailleurs. Je sais plus comment ils s'appellent. Je me rappelle jamais les noms des concurrents quand je dois en parler en public, mais c'est correct. Mais il y en a qui le font et ça pose beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Donc, il y a différentes techniques pour réussir à faire des mock-objets, mais dans tous les cas, faut que tu connaisses amplement le fin détail de tout ce qui est réflexion puis ouais, c'est ça. Introspection. Pas juste pour les mock-objets, mais ouais. Et l'idée, c'est ça le problème, c'est qu'il faut descendre très bas et il faut monter très haut, puis il faut situer qu'est-ce qui se passe chez le client, qu'est-ce qui se passe pour l'instant pour que ça se passe bien chez le client. On est tout le temps en train de raisonner dans ces deux dimensions. Puis, à ce moment-là, l'autre problème qui doit se passer, c'est que tu peux pas utiliser un débogueur standard, dire je vais suivre mon code pour comprendre qu'est-ce qui marche pas. Le debugging de ça, ou en tout cas la traçabilité pour voir vraiment comment ça se passe, parce que même si dans notre cerveau on dit moi je suis en train de faire ça, on veut tester, donc faut quasiment que tu te bases sur des jeux de tests unitaires très solides pour... Oui, c'est-à-dire que il n'est pas question de débugger le code qui a été généré s'il n'y a pas de code source déjà en partant. Donc on oublie ça. Alors à la limite, on pourrait avoir des outils comme Reflector ou quoi qui pourraient régénérer le code source et puis là on pourrait tracer là-dedans, la limite. Mais ça n'existe pas encore. Et l'idée c'est que en fait, puis de toute façon, le mieux c'est de pas débugger, c'est de tester automatiquement, n'est-ce pas? Et donc l'idée c'est que
c'est un peu compliqué. Il y a deux solutions. Soit on dit, finalement, c'est une fonction comme une autre, hein. Puis sur un certain input, ça fait un certain output. Bon, alors là, je vais tester que c'est Donc, bien tu fais le des bon jeux de output. tests unitaires. Donc, alors, à ce moment-là, c'est ça. On va se mettre dans un certain contexte. On va générer le code. Et puis là, on va regarder si le code généré, c'est bien celui qu'on attend. Mhm. Puis si c'est celui qu'on attend, a priori, ça va faire ce job-là chez le client. Ou l'autre solution, c'est de travailler à un niveau plus haut, pas au niveau du code généré, mais on va sortir plein de jeux de tests pour vérifier que, en exécutant le code qu'on a généré, ça a les bonnes sorties ou pas. Parce que si ça sort les bonnes sorties, on peut présumer que le code qui a été généré devrait être le bon. Oui, puis de toute façon, qu'il soit bon ou pas bon, du moment qu'il fait les bonnes sorties au bon input, on s'en fout à la Surtout limite. que c'est du code qu'on n'a pas besoin de maintenir parce qu'il est généré dynamiquement. C'est ça. On est vraiment dans le mode, si ça va à job, c'est correct. Voilà. On sait que dans la C'est le vraie but vie, quand normal. on fait du code, c'est pas juste si ça fait à job, c'est correct. Si le code est s'auto-documente pas parce qu'on a utilisé un paquet de variables IJK, là, c'est l'enfer à maintenir. Mais dans ton cas, toi, Il n'y a pas de maintenance, donc Ouais. c'est automatique. finalement, c'est un monde parfait. Si on serait capable de pouvoir tout générer nos programmes avec de la métaprogrammation. Oui, l'idée, ça serait carrément, on parle devant un micro, on dit ce qu'on veut, puis on appuie sur le bouton, puis voilà le code. On est encore un peu loin, là, mais en reconnaissance vocale, ça s'améliore. En génération de méta, ça s'améliore, mais il y a un gros bout entre les deux. Et que là, on sait a pas. encore d'ouvrages quelques années devant Ouais. nous. Mais sans aller si loin, ça existe aussi. Il y a des produits qui existent pour faire à partir de diagrammes de classe, de diagrammes de base de données, etc. On mélange tout ça, puis ploum, ça génère du code. Mhm. J'ai déjà vu ça. Je sais plus comment s'appelle le produit, mais pour Java, j'ai déjà vu ça. Puis ils font ça aussi pour .NET maintenant. C'est T'as les produits en tout cas qui partent de State Machine qui vont générer le code oui, par exemple aussi. Là. directement. Et puis directement, c'est ça. Donc on peut indiquer au maximum avec des interfaces utilisateurs, etc. Et puis ça peut être généré plus ou moins déjà quand c'est simplement des accès à la base de données, etc. Ça peut en faire beaucoup. Le X, c'est que tous ces scénarios-là, c'est des scénarios tellement classiques que souvent c'est pas ça que tu veux développer parce que tu peux acheter un produit qui te fait quelque chose d'un peu comparable. Puis c'est Oui, mais il y a toujours la philosophie du ah oui mais chez moi c'est différent. C'est toujours différent, hein, mais c'est toujours différent, mais acheter souvent c'est Si on un regarde choix bien. qui peut être plus optimal que le développer. oui. Écoute, Ludovic, en terminant, est-ce que t'as la question classique, est-ce que t'as un site web, un livre, quelque chose que tu aimerais recommander aux auditeurs? Oui, en fait, il y a mon site web. Forcément. Tout ça pour dire, mais c'est pas par rapport au site web en tant que tel, mais on a une section qui s'appelle Info Objects. Uh-huh. Et puis dedans, il y a tout un tas de choses qu'on a fait, des présentations qu'on fait, etc. Et puis il y en a une qui parle de la métaprogrammation. C'était une présentation que j'avais fait au GUMSNet. Mhm. Et puis qui montre comment utiliser la métaprogrammation pour aller générer une DLL de test NUnit OK. qui testait juste des propriétés. Alors l'idée c'était simple. J'avais une première DLL que je crée bien tout à fait en C#, etc. Enfin ce que vous voulez, mais moi c'était en C#, et qui contient des déclarations minimales, entre autres des attributs, pour dire teste-moi ci, teste-moi ça. Là. Et je donne la valeur à passer. D'accord? Je donne la valeur à passer dans le test. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moi après je montre comment construire un petit programme qui va aller scanner l'exécutable, donc par introspection, pour aller retrouver tous ces attributs-là sur les propriétés. Donc, on recherche toutes les propriétés de toutes les classes, on recherche les attributs, et ensuite, on va générer des méthodes avec l'attribut de test, test feature text de NUnit. Et donc, on génère directement la DLL qui va faire les tests de toutes les propriétés. Alors, évidemment, on pourrait l'étendre, mais c'était pas le but de la présentation. Et ça, c'est disponible sur le site web. Bon, on va mettre le lien, nous, sur le site web. Écoute, on va faire la pause. Juste avant, on va peut-être mentionner notre mot-clé. Hey, t'as raison. Et si ça serait un chiffre, moins 30, c'est la température que ressentie aujourd'hui à Montréal. Moins 30. Il fait froid ces jours-ci avec le vent. Moins 30. Moins 30, c'est notre mot-clé. Notre chiffre clé. Notre chiffre clé cette Notre fois-ci. mot-clé, ouais. Donc, moins 30. On se revoit, Guy, pour parler des actualités après la pause. Exact. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts
en visitant le www.dotnet-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention? Ben, aujourd'hui, le Service Pack 1 de Visual Studio, mais spécifiquement pour Vista. En fait, c'est une extension du Service Pack 1 qui a été lancé il y a quelques semaines. Mais si vous développez sur Vista avec Visual Studio, il y avait encore des petits problèmes, des problèmes de compatibilité qui fait que, bon, avec le nouveau modèle de sécurité de Vista, il y avait certaines petites choses, surtout quand on voulait faire du débogage à distance, des choses comme ça qui n'étaient pas permises. Alors aujourd'hui, il y a une extension, si on peut l'appeler ainsi, au Service Pack 1 de Visual Studio qui est sorti, mais spécifiquement pour Vista, qui enlève ces petits problèmes de compatibilité-là. Donc ça veut dire qu'avec ce produit-là, pas besoin de développer dans une machine virtuelle, parce que c'était ça la solution aujourd'hui. Si t'avais Vista, ça tu lançais une machine virtuelle avec XP. Oui, non, c'était possible, il n'y avait pas de problème. C'est juste qu'au départ, Visual Studio t'affichait un message disant que bon, il y a des problèmes de compatibilité. Mais c'était surtout si on voulait faire des choses un petit peu flyées, là, avec le débogage et tout ça, qui fonctionnait pas. Mais le développement standard fonctionnait, là, il n'y a pas de problème. Mais cette extension Service Pack 1 de Visual Studio corrige ce problème-là. OK. Autre actualité? Ouais, ben en fait, un petit peu dans la même veine, on a vu dernièrement le Service Pack 2 de SQL Server qui encore là corrigeait certains problèmes, en fait des problèmes de compatibilité avec Vista aussi, entre autres. Et puis j'ai eu la surprise de voir aujourd'hui un hotfix au Service Pack 2 qui est sorti aujourd'hui. Pourtant, le Service Pack 2 est sorti depuis quelques semaines. Donc, ils ont dû trouver un problème de dernière minute, un showstopper là, qui fait que pour ceux qui ont déjà installé le Service Pack 2 de SQL Server, vous devez installer ce hotfix-là. Donc, en d'autres mots, ça vaut peut-être pas la peine si on est développeur de sauter de pieds joints puis se mettre une machine Vista pour développer. Mon petit mot éditorial. Non, tout fonctionne, il n'y a aucun problème. Bon, la question, c'est est-ce que je dois aller avec Vista ou non, ou est-ce que XP XP Service Pack 2 étant tellement solide, bon, est-ce que je passe à Vista? Ce qui veut pas dire qu'il faut pas déployer de Vista sur sa machine, juste au moins pour travailler avec Office 2007, ces choses-là. Ben, Mais faites comme nous autres, on développe dans des machines virtuelles, c'est ça le best. Non, moi, c'est installé depuis 2 mois déjà, là. Chacun sa façon de vivre avec le risque. Tout ça pour sauter à ce qui s'en vient du côté du groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Oui, la prochaine rencontre, c'est le 19 mars et ça va être Monsieur Cardinal ici présent qui va faire la présentation. Oui, je vais parler de Test-Driven Architecture. Donc, comment élever notre niveau d'abstraction pour faire des tests, mais au niveau de l'architecture. Prenez un peu des principes du TDD, donc... Tester l'architecture ou tester l'architecte? Dans les deux cas, ça peut être valable. Non, mais ça devrait être intéressant. Mais en tout cas, j'essaie je n'invente rien, je fais juste prendre des idées puis colliger ça, puis dire, regardons ça, si on appliquerait à l'architecture, est-ce que ça serait valable? Et je pense que tu as un article qui traite de ce sujet qui va être publié. Oui, bientôt. Là, on peut s'en parler? Oh, on peut en parler. Microsoft Architecture Journal. J'ai écrit un article pour eux autres là, qui s'appelle Test-Driven Infrastructure, parce que c'est la thématique de l'article, c'était pour les architectes d'infrastructure. Puis, j'essaie d'expliquer aux architectes d'infrastructure, vous savez, ce qu'on fait en développement logiciel, nous autres, les architectes applicatifs, il y a peut-être des choses intéressantes que vous pourriez appliquer, vous autres, du côté infrastructure, avec des exemples concrets. Beaucoup de PowerShell, parce que c'est quand même un langage intéressant pour eux. Savais-tu que sur PowerShell, il y a des frameworks NUnit? En tout cas, l'équivalent d'un NUnit pour PowerShell. Absolument pas. Ah oui, donc c'est ce genre de choses-là que je leur présente avec qu'est-ce qui serait possible pour eux autres à faire. Avec le même principe que je disais tout à l'heure, là, les architectes, moi, en tout cas, je suis convaincu que oui, il faut écrire des documents de spécification, mais au niveau de l'implémentation, il faut bâtir les tests. Donc, le métier d'architecte, en tout cas, il peut peut-être évoluer, puis ça va être plus justement avec des techniques comme la réflexion, l'introspection, passer de plus en plus de tests pour valider nos choix d'architecture. Pour que finalement, lors de la maintenance, que les gens continuent à respecter la vision initiale pour commencer à tout foutre le bordel, parce que on le sait, les gens disparaissent assez vite, puis le code, lui, continue à vivre pendant 10, 15, 20 ans.
Donc, comment on s'assure que les enjeux d'architecture sont toujours respectés? Ça, c'est une grosse... Ouais, puis comment on teste des idées des fois aussi. Ben, juste une anecdote là-dessus. À un moment donné, j'avais une discussion avec Grégor Opé, qui est, Grégor travaille chez Google, puis c'est la personne qui écrit le fameux livre sur Integration Pattern, là, dans la série des livres de Martin Fowler. Pas bête, le gars. Hein. En tout cas. Puis Grégor, à un moment donné, mais on discutait quelle est notre stratégie quand on arrive dans une équipe. Parce que lui, il arrivait chez Google, puis il se retrouvait à travailler avec d'autres architectes. Puis il fallait qu'il évalue assez vite est-ce que c'était des bons architectes, pas des bons architectes. Puis un des trucs que lui avait, que je trouvais pas bête, puis tu parlais tout à l'heure de Reflector, ces choses-là. Lui, ce qu'il a fait, c'est que les gens avaient développé, mettons, il avait travaillé sur un produit, donc il dit, bon, peux-tu me donner ton architecture et tout? Puis après ça, ben là, il roulait avec des outils pour faire l'inspection des dépendances entre les composantes, tout ça, juste pour regarder est-ce que mon diagramme de dépendance est le même que celui qui est documenté par l'architecte. Puis si c'était le même, ben là, ça me donnait une indication de dire, bon, l'architecte a vraiment, il travaille bien parce que ses développeurs implémentent la vision qu'il a. Puis il dit, quand c'était vraiment pas ça, parce que là, t'avais des fois, c'était affreux, tu avais des dépendances circulaires, tu voyais bien que l'architecte avait eu aucun contrôle sur l'équipe avait développé comme il voulait, un peu tout croche. Ben, tu dis juste, ça me donnait une indication que le gars était pas vraiment un bon architecte. Puis il dit, c'est pas un truc mauvais, c'est pour rapidement identifier qui sont bons, qui sont pas bons, donc... Tout ça pour amener que si tu aurais eu des tests qui auraient vérifié ça, ben rapidement, on aurait pu voir que les développeurs suivaient pas les règles de l'architecte. Absolument, absolument. En tout cas, on va en reparler lors de la présentation. Puis l'autre présentation après au groupe d'usagers Visual Studio Montréal, c'est le 2 avril. On va avoir James Lapham de la compagnie CGI. James va nous parler de... Ben, essentiellement, il va parler de génération de code, avec aussi Nettier qui est à l'intérieur du produit CodeSmith. Puis par extension, les concepts de Software Factories. C'est sûr qu'il parlera pas des produits propres de Microsoft, il va pas se parler de ce qu'il fait lui avec CodeSmith, mais les principes sont quand même il y a une certaine ressemblance forcément, donc c'est intéressant là, comme type de présentation. Excellent. Écoute, ça fait le tour des actualités. On te remercie encore une fois, Ludovic. C'est moi qui vous remercie. Ludovic a un petit sourire de satisfaction en disant « Bon, l'émission est finie, on peut passer à autre chose. » Ah non, c'est pas ça. C'est toujours trop court, je trouve. Oui, hein? C'est vrai que t'as raison que ça va vite. Ça va nous permettre de te réinviter. Oui, on changera de sujet. Oui, tout à fait. Puis, nous, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines, 21 mars. On va parler d'obfuscation du code. Oui, avec Nicole Calignou. Qui est une MVP en sécurité, puis elle a le CAS, Code Access Sécurité, aucun secret pour Nicole. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur tout ce qui touche comment on peut cacher notre code à la lecture des yeux malveillants. C'est le problème aussi pour l'introspection. Une fois qu'il est commencé à cacher, on peut plus le découvrir comme il faut. Oui, hein. Donc, faut pas. On verra que. Faut choisir entre les deux. Oui, tout à fait. Ben, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Visual Studio Talk Show.